ITV, bienvenue à Question Directe. Aujourd'hui, Amar Yaya Sall. Amar Yaya Sall est un agro-pasteur. Il travaille à Darou Ndoye, dans les Niayes. Il est travailleur de la terre, comme on dit. Mais Amar, vous avez fait des études supérieures aux États-Unis. Vous êtes titulaire d'un bachelor en économie, un master en business administration option développement international, un master en information technologie. Vous avez décidé de tout abandonner aux États-Unis, de revenir au Sénégal, travailler la terre. Pourquoi? Merci Alassane. Parce que d'abord, ça n'a jamais été dans mes projets de quitter le Sénégal. Comme on dit en Wolof, Gaïndé Daoul dafa wuti doole. Donc j'ai été contraint un peu de sortir du Sénégal parce que j'avais arrêté mes études après le bac en 1979 pour commencer à travailler. Donc dans mon autre vie, j'avais d'autres options, j'avais d'autres idées. On rêvait du grand soir. Donc j'avais décidé d'aller, après mes études, m'installer en milieu ouvrier pour aider à l'organisation. Donc mon premier job, ça a été d'être un manœuvre ouvrier agricole de première catégorie à la compagnie sucrière sénégalaise. Oui. Donc en 1979, dès que j'ai obtenu le bac, je suis allé là-bas. Je me suis fait recruter. Mais après, j'ai décidé de reprendre des études. J'ai décidé de reprendre des études parce que j'avais arrêté après le bac. Donc en 1994, je suis parti aux US. Donc pour reprendre des études, donc faire mon undergrad, donc le bachelor, et ensuite faire aussi les grad studies avec le master en business administration et le master en information technology. Et j'ai travaillé aux US. Le temps qu'il fallait pour payer ma dette qui m'a permis de financer mes études. Et puisque ça n'a jamais été dans mes projets de partir, dès que j'ai fini de payer mes études, j'ai décidé de rentrer au Sénégal en 2005. Et vous revenez, vous allez à Darou Ndoye, vous cultivez la terre? Non, quand je suis rentré au Sénégal, je suis revenu pour travailler pour moi-même. Donc je suis venu en 2005, j'ai créé 3 structures. Une qui travaillait dans l'informatique, information technology. Et mes bureaux d'ailleurs étaient là, au point E, exactement en face de la SGBS, avec les Amadou Top et autres. C'était les beaux jours donc, de l'informatique, etc. J'ai créé une autre société qui était dans les énergies renouvelables, la SADER, la Société africaine pour le développement des énergies renouvelables, et une qui est dans l'agriculture. Donc j'étais venu pour travailler pour moi-même. Donc investir au Sénégal, c'était ça l'idée. Revenir donc et investir donc au pays. D'accord. Donc j'ai travaillé pour moi avec ces entreprises et pour faire court, j'ai fait faillite. Pourquoi? J'ai fait faillite. Pourquoi? On peut revenir là-dessus. Parce que j'ai fait faillite, j'ai recommencé à travailler. J'ai repris un travail au corps de la paix où j'étais directeur du programme de développement économique communautaire. Dès que je me suis fait une santé financière, j'ai décroché 3 ans avant ma retraite pour aller m'installer à Darou Ndoye. J'ai la ferme de Darou Ndoye depuis 2008, mais depuis 6 ans, j'ai carrément décroché pour m'installer là-bas pour gérer ma propre ferme. Et vous faites quoi là-bas dans la ferme? Je fais du tout. Je fais de l'agriculture intégrée. Donc ça a été toujours mon rêve. Je dis quand les gens parlent avec beaucoup d'admiration de l'expérience du Songhai Center donc au Bénin. En fait, c'est le concept, on a eu le même concept, il a eu les moyens de le mettre en œuvre avant nous. Donc ça a été toujours notre rêve d'avoir cette approche intégrée-là. C'est pour ça qu'à Darou Ndoye, actuellement, j'ai fait de l'agriculture avec un grand A. Donc j'ai fait de l'agriculture traditionnelle, j'ai fait du maraîchage, j'ai fait de l'arboriculture fruitière, j'ai fait de l'embouche bovine, j'ai fait de l'embouche ovine, j'ai fait de l'aviculture. Et maintenant, ce qu'il me reste pour boucler la boucle, c'est d'ajouter l'apiculture et la pisciculture. Pour boucler la boucle. On parle beaucoup de suffisance alimentaire au Sénégal, de souveraineté alimentaire. C'est le nouveau slogan qui est porté par les nouveaux arrivant au pouvoir. Et ils ont créé le ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Et vous pensez, quelle est la voie la meilleure pour arriver à cet objectif? La voie, vraiment, il n'y a pas de mystère. La voie, c'est de moderniser et d'intensifier donc, notre agriculture avec un grand A en s'appuyant sur la réalité qui est que ce sont les exploitations familiales, les familles, les exploitations familiales, les petits exploitants, les petits producteurs qui sont la colonne vertébrale et l'ossature de notre agriculture. Donc ce sont ces exploitations familiales-là qu'il faut capaciter
donc par un accès donc plus grand donc à la terre, une maîtrise de l'eau et une formation adéquate et un équipement approprié. En termes clairs, il faut appuyer les familles qui cultivent déjà, leur donner les moyens, les accompagner, les former et en ce moment-là les moderniser. Absolument. Et penser qu'on peut le résoudre avec les gros investissements, avec l'agrobusiness qui est une composante indispensable et nécessaire, mais pas suffisante. La base, c'est vraiment les exploitations familiales. En fait, l'agrobusiness doit côtoyer les exploitations familiales. La base doit être les exploitations familiales qui fournissent à l'agrobusiness du contenu, des aliments, de quoi faire. Non seulement ça, c'est que la base de notre agriculture, comme je dis, l'ossature, ce sont les exploitations familiales. Et d'ailleurs, si on parle de souveraineté alimentaire, c'est pour que le pays puisse donc satisfaire ses besoins actuels sans compromettre les besoins futurs et sans aussi mettre en danger notre environnement. C'est ça l'idée de souveraineté alimentaire. Et ça, tu ne peux pas le faire en ignorant la principale force. La principale force ici, ce sont les agriculteurs, ce sont les exploitations familiales. Et c'est sur eux seulement qu'il faudrait s'appuyer. Maintenant, l'agrobusiness va être aussi une composante, mais elle sera toujours une composante minoritaire par rapport à la gaz. En tout cas, dans la stratégie de souveraineté alimentaire, c'est sur les exploitations familiales, sur les familles, sur les petits producteurs qu'il faudrait miser. On voit le nouveau ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage faire le tour du pays, visiter des fermes. Il parle beaucoup de projets. On n'entend pas de grands périmètres agricoles au Sénégal, faire des parcelles assainies agricoles pour permettre aux compatriotes d'investir dans l'agriculture et l'élevage. Il parle de coopératives agricoles communales, une CAC, dans chaque commune de 557 communes du Sénégal. Est-ce que c'est la voie? Pour moi, ce n'est pas la voie. C'est quoi la voie? En toute honnêteté. Parce que les coopératives, vous savez, les coopératives agricoles, le président Mamadou Dia en parlait déjà en 1962. Et on a une pléthore de coopératives. On n'a pas un problème de coopératives. D'ailleurs, j'avais fait une note à cet effet à l'endroit du ministre. Parler aujourd'hui de mettre en place des coopératives agricoles communales, pour moi, c'est un peu réinventer la roue. Nous avons des milliers de coopératives. Elles existent déjà. Il ne faut pas réinventer la roue. Les coopératives, il faut faire l'inventaire de ce qu'il y a déjà. Les coopératives qui sont déjà là, elles ont des problèmes, mais on a des milliers de coopératives qui sont déjà là. Donc, créer d'autres coopératives, ça ne va faire que accroître, à mon avis, donc, le désordre. Il faudrait travailler donc, avec l'existant. Et les coopératives, à l'échelle communale, vous savez, si on prend l'exemple de la Tanzanie, ce qui s'est passé là-bas, les gens s'appuient sur le village. La commune, c'est une unité trop grande pour pouvoir prendre en charge cette question-là. Ça va créer juste une nouvelle bureaucratie, une sorte de nomenclature, je suis désolé, parce qu'il y a déjà des structures qui existent là, il y a une plénitude de coopératives. Ce n'est pas les coopératives qui manquent. Maintenant, les coopératives, elles ne jouent pas leur rôle. Elles ont un problème, comme partout ailleurs au Sénégal, dans tous les secteurs. Pourquoi elles ont des problèmes? Il y a des problèmes il y a des détournements d'objectifs, il y a des problèmes d'organisation, il y a des problèmes de cohérence. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. Il y a aussi une nécessité peut-être d'alternance générationnelle, parce que pour l'essentiel, les coopératives, c'est vraiment des septuagénaires qui sont toujours au poste de commande, etc., etc. Il n'y a pas de renouvellement. Bon, mais par contre, il y a de nouvelles coopératives qui sont nées dans la dernière période, donc qui peuvent faire la différence. Mais le but du ministère, c'est de faire retourner les jeunes à la terre. Ceux qui sont à Dakar, qui sont dans les motos Jakarta, un peu partout, qui sont ambulants, qu'il faut organiser des coopératives communales pour que les jeunes puissent retourner travailler la terre et gagner leur vie. Il y a deux choses. Parce que pour que les jeunes retournent à la terre d'abord, non seulement il faut régler cette question des coopératives-là, mais pour que ceux qui ne sont pas dans l'agriculture viennent à l'agriculture, il faut que déjà que ce soit attrayant. Et pour que ça soit attrayant, il faut faire en sorte que ceux qui y sont déjà, les exploitations familiales et autres là... En fait, il faut que les jeunes sentent que ceux qui cultivent gagnent leur vie. Il faut que ce soit valorisant. Qu'ils gagnent leur vie. Voilà, qu'ils gagnent de l'argent. Voilà. Maintenant, si on est là, les gens sont dans la galère, sont dans une agriculture de survie, plutôt que d'une agriculture d'excellence et de vie, tu vas attirer les gens, mais tu vas attirer personne.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour justement ceux qui cultivent déjà gagnent bien leur vie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Je dis qu'il faudrait moderniser et intensifier. Moderniser et intensifier, maintenant, ça ne faut pas dire une mécanisation aussi sauvage. Ce n'est pas forcément une histoire de gros tracteurs, une histoire de serre, etc. Mais d'abord, c'est vraiment répondre aux besoins donc qui sont à la dimension des agriculteurs actuels que nous avons. Hein? Répondre à leurs besoins d'accès à la terre, parce qu'il y a toujours un grand problème d'accès à la terre. Le foncier. Les gens, le problème du foncier. Régler la question de l'eau. Maîtrise de l'eau. Toujours la maîtrise de l'eau, c'est un problème énorme. Et ensuite, régler le problème donc, des équipements. Et là, par exemple, aujourd'hui, tout le monde n'a pas besoin d'un tracteur. On a dépensé des centaines de milliards dans les tracteurs. C'est bon, il y en a qui en ont besoin. Même moi qui ai 15 hectares, je n'ai pas besoin d'un tracteur parce que c'est plus intéressant pour moi de payer pour les prestations de services. Ouais, de louer, donc, il faut qu'il y ait des structures qui le font. Maintenant aussi, on n'a pas besoin forcément des tracteurs et les cultures ateliers sont là. On néglige ça. Regardons en Asie, en Orient, avant d'arriver au stade de la mécanisation à cette échelle-là, les gens font. Et d'ailleurs, pour l'intégration de l'agriculture et de l'élevage, les cultures ateliers, donc la traction animale, c'est une option formidable. Dans le domaine des énergies aussi, pour la maîtrise de l'eau, on parlera plus du solaire, alors qu'il y a d'autres choses. Dans le mix énergétique agricole, il y a le solaire, c'est vrai, qu'il faut mettre en valeur, mais il y a aussi le biogaz. Donc on peut utiliser, qui va également permettre non seulement un accès à de l'énergie, mais également de produire donc, de l'engrais bio. Donc il faut être créatif, il faut être imaginatif, mettre en place des dispositifs qui rendent le travail beaucoup plus efficace, beaucoup plus facile, beaucoup plus productif. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et ça, pour cela, il faut, une fois encore, un accès à la terre, il faut une maîtrise de l'eau, il faudrait également une formation, un bon encadrement, il faudrait également une bonne vulgarisation agricole et une bonne articulation de la recherche, la vulgarisation des résultats de la recherche, avec des semences donc de qualité, donc, etc. Et la dimension formation, elle est extrêmement importante. Par l'alphabétisation qu'on met de côté, avec le taux de l'alphabétisme qu'on a, alors qu'aujourd'hui, l'agriculture, c'est une agriculture de précision. On ne peut pas continuer à cultiver comme grand-père et arrière-grand-père cultivé. Et tout cela, donc, c'est tout ça qu'il faut mettre dans le mix pour régler la question donc, de l'intensification et de la modernisation au service du plus grand nombre, que sont les petits producteurs et les exploitations familiales. Mais on a constaté qu'au Sénégal, depuis 1960, on a eu énormément de milliards dans l'agriculture. Le Sénégal n'arrive pas à s'en sortir. Et le Sénégal était au même niveau que certains pays asiatiques qui aujourd'hui nourrissent le Sénégal, comme le Vietnam, comme la Corée du Sud, comme l'Inde. On importe du riz de l'Inde. Qu'est-ce qui s'est passé qu'on n'ait pas pu réussir, qu'on ait cet échec? C'est parce qu'on n'a pas fait les bonnes options. On n'a pas fait les bonnes options et on n'a pas parié sur le bon cheval. Encore une fois, je reviens là-dessus. Les exploitations familiales, les petits producteurs qui doivent être formés, qui doivent avoir donc accès aux bonnes ressources. C'est ça, donc, la clé. Et si les autres... On a énormément dépensé, mais moi, par exemple, je prends l'exemple de la vallée du fleuve Sénégal. Tout le monde parlait de l'après-barrage. Ouais. À l'époque, avant que les barrages là soient réalisés, tout le monde disait qu'après les barrages, on va régler la question de l'autosuffisance alimentaire. Il fallait même dire que la vallée sera la Californie du Sénégal. En 88, en 80, déjà à Orkodjere, dans un meeting, ils disaient que leur ambition, c'était de faire du Fouta la Californie de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Et ça, c'était basé sur l'après-barrage. Mais à l'instant, 240 000 hectares irrigables. Et ça, on a revient. Tout ça, c'est sur les histoires de mauvaises options dont je parlais tout à l'heure. Sur 240 000 hectares, actuellement, on a à peine aménagé. Je prends le cas juste un exemple, le département de Podor. Sur les 240 000 hectares, 140 000 hectares sont dans le département de Podor. Oui. Mais Alassane, combien d'hectares sont aménagés dans le département de Podor? Finalement, la saille de la Sylvie à quoi? Oui. Donc, il y a beaucoup de milliards qui ont été engloutis là-dedans, mais c'est des aménagements de mauvaise qualité et également qui sont sous-utilisés.
La plus grande, le plus grand emblavement qu'il y a eu dans l'histoire donc de la Saïd, dans le delta et la vallée du fleuve Sénégal, c'était 60 000 hectares sur une seule campagne. 60 000 hectares sur un potentiel de 240 000 hectares. C'est quoi? Hein? C'est le cas, c'est 25%, et 25% utilisaient seulement une partie donc de l'année, ce qui est un taux d'intensification culturelle dérisoire. Et c'est ça les problèmes. Et également, on avait prévu, par exemple, dans le cadre de l'après-barrage, dans le cadre de la maîtrise de l'eau, d'avoir des cultures, d'avoir des crues contrôlées. Avec les crues contrôlées, en plus de la culture irriguée, on devait pouvoir faire les cultures de décrue. Oui. Comme à l'époque, ça se faisait chez nous, le Ilam, avec le Djolaloa et autres. Mais les gens, ils ont choisi de mettre l'hydroélectricité au devant, au détriment de l'agriculture. Ce qui fait que les crues contrôlées dont on avait parlé pour permettre les cultures de décrue, c'est devenu juste une histoire, quoi. On n'a jamais fait. Mais jusqu'ici, l'audit n'a pas été fait. Le diagnostic en profondeur n'a pas été fait pour savoir pourquoi on a échoué et quelles sont les meilleures solutions à prendre. On a l'impression que toujours on continue. Il n'y a pas d'évaluation, il n'y a rien du tout. À chaque fois qu'il y a des échecs, on continue sur la même lancée. Il y a des évaluations, mais de mauvaises évaluations. Comme je dis encore une fois, c'est les choix. Encore une fois, on revient sur les choix politiques. Là, donc, les gens semblent sérieux et déterminés à travailler à l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Mais il faut qu'il y ait un changement de paradigme encore par rapport à ça. Il faudrait que dans la réalité, que l'argent soit là où est le discours. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Et c'est vraiment catastrophique si on regarde la situation du pays. Quand on dépense plus de 1000 milliards à acheter sur 10 produits, on dépense plus de 1000 milliards. 1070 milliards. Oui, 1070 milliards sur 10 produits. Alimentaires. Bon, c'est terrible, quoi. Donc, alors que ça, on peut le régler. On peut le régler. Et l'un des problèmes, c'est qu'on ne valorise pas suffisamment le travail aussi des producteurs. Ouais, mais justement, avant d'en arriver à faire en place une nouvelle politique, aujourd'hui le constat qu'on fait, c'est que les producteurs, ils produisent, mais ils ont des produits qui pourrissent entre les mains. Ils n'ont pas le stockage pour les mettre quelque part. Ils n'ont même pas de voie pour acheminer leurs marchandises au lieu indiqué. Ou bien s'ils l'acheminent au lieu indiqué, c'est des prix dérisoires qu'ils obtiennent. Tout à fait. Je donne juste un exemple. En ce moment, on est en train de vivre une crise donc avec la carotte, au Sénégal, où l'agence de régulation des marchés a pris la décision malheureuse d'ouvrir le marché, soi-disant pour faire un stock de sécurité pour que pendant la Tamkharit, que les ménages sénégalais ne manquent pas de carottes et qu'ils puissent avoir la carotte à bon prix. Et là, ça a créé une situation catastrophique avec des méventes terribles donc pour nos producteurs et une baisse une chute du revenu des producteurs de plus de 75%, ce qui n'était pas du tout acceptable. Mais qu'est-ce qui explique ce dysfonctionnement? C'est un problème parce qu'il y a un problème de mauvaise coordination entre le ministère de l'Agriculture et le ministère du Commerce. Parce que apparemment les gens sont basés, l'ARM soi-disant a fait une certaine enquête au niveau des marchés. Ils se sont rendus compte que la carotte qui venait de Rufisque a coûté à 80 000 francs, le sac de 80 kg à 80 000 francs à Thiaroye, et la carotte qui vient de Niayes, le sac à 50 000 francs. Mais ça, ce n'est pas ce que les producteurs ont obtenu. Ça, je veux faire deux observations là-dessus. Un, c'est pas ce que les producteurs ont obtenu. Ça, c'est le prix des revendeurs. Il y a eu de la spéculation. S'ils doivent combattre la spéculation, ça ne doit pas être au détriment du producteur. En fait, ce sont les commerçants qui spéculent sur la carotte qui la vendent plus cher. Qui la vendent plus cher. Moins cher au plus dans cette campagne-ci, je disais aux gens, à une délégation de l'ARM qui est passée le jour, le prix le plus élevé qui a été obtenu dans la zone de Fass-Boye, sur 2 jours seulement, c'était 35 000 francs le sac de 80 kg. Donc si le sac s'est retrouvé à 50 000 francs quelque part, ce n'est pas le producteur, ce n'est pas ce que le producteur a reçu. Ça, c'est deuxièmement, Alassane, quand le sac est... Supposons même que le sac de carottes soit à 80 000 francs. 80 000 francs le sac de carottes, ça veut dire que le kilo est à 1000 francs. Mais bon Dieu, quand la carotte sénégalaise n'est pas sur le marché, le consommateur sénégalais achète cette carotte-là à 1200 francs, 1500 francs le kilo. La carotte importée. La carotte importée, qui n'est pas meilleure que notre carotte.
Et pourtant, ça pose pas de problème aux consommateurs sénégalais. Alors, il est prêt à enrichir le producteur étranger, mais pas le producteur sénégalais. Et nos autorités également ne comprennent pas. Quand tu discutes avec ça, tu dis, oui, bon, puisque si on vend le sac à 20 000, 25 000, le producteur s'en sort, il ne s'agit pas de s'en sortir. Les gens pensent qu'il fait une trop grosse marge si le kilo de carottes local est vendu à 500 francs ou 600 francs. 500 francs ou 600 francs, c'est le sac à 48 000 kilos. Est-ce que les producteurs locaux ne sont pas victimes du lobby des importateurs? En Quelque partie. part, peut-être il y a des commissions que les gens touchent, quelque part, qui favorisent l'importation. En partie, c'est ça. Non seulement ils sont victimes du réseau des importateurs, mais aussi ils sont victimes des intermédiaires. Donc, qui gonflent les prix, qui font que finalement, on pense que c'est au niveau du producteur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait des prix rémunérateurs qui, comme vous le dites, qui vont encourager les gens à rester dans la fonction. Si on produit, on ne peut pas vendre à un prix rémunérateur. On a des bénéfices juste marginaux qui ne permettent que de survivre et pas de vivre. Parce qu'il y a une différence entre survivre et vivre. On doit sortir de l'agriculture de survie. Donc nos producteurs méritent, et c'est ça qui va aussi encourager les gens à retourner vers la terre. Mais si les gens qui sont déjà dans la terre sont misérables, et vous appelez d'autres gens à venir être dedans, mais il n'y a pas moyen. Est-ce qu'il faut faire des assises de l'agriculture au Sénégal? Absolument. De voir toute la chaîne de valeur, depuis la recherche jusqu'au cultivateur, jusqu'à la production, la question foncière. Est-ce qu'il ne faudrait pas étaler tout ça sur la table pour voir quels sont les problèmes et chercher des solutions? Absolument, il faut des états généraux de l'agriculture sénégalaise. Ça, c'est un must. Les organisations paysannes le posent depuis. On espère que ça se fera. Parce que s'il y avait beaucoup plus de concertation, beaucoup de prise en compte du point de vue des producteurs, des petits producteurs, certaines erreurs pourraient être facilement évitées, quoi. Et il faut que les gens aient de l'ambition pour notre agriculture, qu'il faut de l'ambition pour nos agriculteurs. Et cette ambition, ce n'est pas seulement, encore une fois, c'est bien d'avoir des serres, c'est bien d'avoir des tracteurs, etc., mais c'est encore beaucoup mieux d'avoir des agriculteurs qui peuvent s'en sortir, qui peuvent produire mieux et plus, et également gagner mieux, avoir des revenus plus importants pour pouvoir également faire face à leurs besoins. Mais nous, fils de paysans, aujourd'hui, quand on va à l'intérieur des pays, on va à Canel quelque part, à Podor, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est dans les champs. Les jeunes du village ne sont plus dans les champs. On voit plutôt de plus en plus de Burkinabés, des Maliens qui viennent travailler. On se demande où sont les jeunes du village. Oui, dans la zone de Niayes, chez moi, dans le Podor, les jeunes sont là. Mais on a aussi beaucoup d'étrangers qui viennent, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais on pourrait avoir beaucoup plus de jeunes, encore une fois, je le dis, et peut-être je le ferai un peu le parallèle avec la diaspora, le fait de sortir, etc. On a des gens qui sont restés ici, des jeunes qu'on aurait pu sortir, donner un exemple, qui ne sont partis nulle part, qui sont restés ici, qui travaillent dans l'agriculture et qui sont des modèles de réussite ici. Donc qui ont réussi beaucoup plus que ceux qui sont sortis. Mais on n'en parle pas, on ne montre pas ça, on ne valorise pas ça, c'est pas quelque chose qu'on chérit. Je peux citer des centaines de personnes ici, dans la vallée du fleuve Sénégal et dans les Niayes, des gens qui ne pensent même pas à sortir. Tellement qu'ils ont bien réussi ici. Ouais, mais on ne les montre pas en exemple. On ne parle que des jeunes qui prennent les bateaux. Mais on ne parle que des gens. Immigration clandestine, Nicaragua. Et ça, nous sommes responsables de ça. Nous sommes responsables de ça parce que c'est nous qui montons en épingle les gens qui sont à l'extérieur, etc. On ne voit pas ceux qui sont restés, ce qu'ils font. On ne le valorise pas suffisamment. On ne l'idéalise pas. Donc c'est ça qu'il faudrait encore retravailler. Encore une fois, je dis tous les appels là sur retour à la terre, venir, etc. Si on ne valorise pas ceux qui y sont déjà, et qu'on fasse en sorte que ceux-là réussissent leur vie et qu'on montre qu'on peut vivre et vivre mieux que ceux qui sont dans les villes, vivre mieux que ceux qui ont immigré en restant en travaillant dans l'agriculture et dire que voilà un exemple d'un Siley Haouli à Donaï qui n'est jamais sorti et qui est là. Voilà l'exemple d'un Djembotaï ou d'un
de Serigne Ama, Mbacké, qui sont là, etc. Donc, il faut valoriser ce qui est là. Mais qui se plaignent aussi du fait d'être concurrencés par les produits venant de l'extérieur qui sont subventionnés sur le marché. Le produit sénégalais, il peut être plus cher que le produit importé. Oui, oui, ça c'est un truc. Mais le produit sénégalais ne coûte pas forcément plus cher. Il y a que ces gens-là, ils font du dumping. Je vous donne un exemple. Quand nous avons notre carotte, ils veulent venir cohabiter avec la carotte sénégalaise, ils baissent le prix. Ils peuvent vendre même les 10 kilos à 1500 francs. Mais dès qu'il n'y a plus de la carotte, pour dire que c'est du dumping, dès qu'il n'y a plus de carotte sénégalaise, les mêmes 10 kilos sont vendus à 11 000. Donc pour dire que ce n'est pas parce que c'est moins cher. Ils font du dumping. Ils font du dumping. Et ça, il y a les subventions. C'est à l'État de faire la régulation du marché. Voilà. Et c'est ça tout l'objectif, toute l'intelligence, donc de protéger nos producteurs et notre production nationale. Amara Sall, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau d'ITV à Question Directe. Parlez avec vous d'une passion que vous avez, l'agriculture. Vous êtes agro-passeur, vous travaillez dans les Niayes, vous faites énormément de choses là-bas. Vous avez décidé de vous installer et de vous battre là-bas et de montrer un exemple à tous les jeunes Sénégalais qui veulent se lancer dans l'agriculture, qu'on peut rester au Sénégal et réussir. Mais il faut avoir de la passion, surtout se former pour cela. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.